Merci d'être avec nous pour cette seconde partie de Demain à la Une. La guerre en Ukraine qui provoque des effets en cascade dans les domaines de l'énergie, de l'écologie, de l'alimentation en Europe, mais aussi sur le continent africain, sera au cœur de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour en parler avec nous, Hassan Diop, journaliste à RFI et spécialiste de l'Afrique, et Emmanuel Saint-Martin, correspondant de France 24 à New York. Bonjour Emmanuel Saint-Martin. Le secrétaire général de l'ONU a choisi de rester à New York plutôt que de se rendre aux funérailles de la reine. C'était difficile d'imaginer qu'il ne reste pas du côté de New York pendant cette période tourmentée. Oui, bien sûr. Vous savez, cette semaine de l'Assemblée générale, c'est la semaine pour le secrétaire général des Nations unies. Il n'était pas question qu'il ne soit pas là. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit. Il a été interrogé là-dessus lors de la conférence de presse traditionnelle qu'il fait une semaine avant cette ouverture de l'Assemblée générale. On lui a demandé pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas aller à ces funérailles. Il a dit « Je n'ai pas décidé de ne pas aller aux funérailles. J'ai décidé de rester à l'ONU où c'est mon travail d'être, et puis d'ouvrir ce sommet. Il y avait un sommet sur l'éducation qui était prévu de longue date ce lundi prochain, donc la veille de l'ouverture officielle de l'Assemblée générale. Antonio Guterres a décidé de maintenir ce sommet qui devait accueillir 90 chefs d'État. Ça sera évidemment beaucoup moins parce que la plupart de ces chefs d'État seront à Londres justement pour ces funérailles royales. Mais néanmoins, ce sommet est maintenu. C'est une manière aussi pour le secrétaire général des Nations Unies d'envoyer le message qu'il y a des choses essentielles, qu'il y a un boulot à faire lorsqu'on est patron des Nations Unies et que, comme vous l'avez dit, la liste est très longue des tâches cette année qui attendent les chefs d'État et la communauté internationale et qu'il était vraiment, évidemment pas question pour lui de ne pas être là. Alors justement, parmi ces tâches, il y a les inquiétudes grandissantes autour du réchauffement climatique. Du côté de l'ONU, on a tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne notamment la hausse des émissions de CO2. Pour l'ONU, je cite, « La crise climatique est en train d'atteindre une portée destructrice inouïe ». Finalement, quelle est la capacité d'action de l'ONU dans un contexte de guerre où les problématiques sont toutes imbriquées finalement ? Oui, alors justement, la tâche essentielle du secrétaire général des Nations Unies, et puis au-delà des Nations Unies cette semaine, ça sera d'essayer de montrer justement qu'il y a une spécificité de cette crise climatique. Elle n'est pas forcément liée à l'Ukraine, même si la guerre en Ukraine l'aggrave, notamment pour les pays en Europe, avec le problème des prix de l'énergie, mais que ça va bien au-delà. Et puis surtout, pour le secrétaire général, c'est aussi une manière de montrer que les Nations Unies, ce n'est pas que le Conseil de sécurité. Certes, le Conseil de sécurité est totalement bloqué sur cette question de l'Ukraine, avec des conséquences sur bien d'autres questions en raison de l'affrontement entre la Russie et les puissances occidentales et le veto russe quasi systématique. Mais il a l'habitude de le dire, l'ONU, ça n'est pas que le Conseil de sécurité. Il y a bien d'autres actions de l'ONU. C'est énormément d'aide humanitaire. C'est aussi une capacité d'action sur le climat. Justement, il l'a rappelé dans cette conférence de presse dont je vous parlais tout à l'heure. Il revenait du Pakistan et il a souligné évidemment la dévastation au Pakistan en raison des inondations considérables, et il en a profité pour remettre en contexte et finalement dire, vous savez, il y a 80% des émissions qui sont dues aux pays du G20. On ne fait rien depuis trop longtemps, et ceux qui souffrent, ce sont les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement. Il faut que cela change. Là aussi, une manière finalement de mettre dans le camp du changement et dans le camp de ceux qui veulent agir tous ces pays les plus pauvres ou les pays en voie de développement qui sont évidemment les plus nombreux, dont la voix porte quand même aux Nations Unies. Et c'est ça aussi qu'il va tenter de faire cette semaine, remettre tout cela en contexte avec, d'un point de vue politique, la préparation de l'importante rencontre en Égypte, la C27, qui va se dérouler en novembre et on espère pouvoir voir des avancées sur ce terrain. Et c'est aussi des choses qui vont se préparer en marge de cette semaine à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors Emmanuel, avant de parler de l'Afrique, évidemment, le spectre de la guerre en Ukraine va planer au-dessus de cette Assemblée générale de l'ONU. Volodymyr Zelensky a demandé à s'adresser à cette Assemblée. Que peut-il espérer de la communauté internationale alors que l'Ukraine semble prendre le dessus, même s'il faut rester extrêmement prudent ?
Oui, écoutez, avant tout, ce qu'il a fait depuis le début, c'est-à-dire prendre à témoin le monde, essayer de porter son message auprès de toutes les communautés internationales possibles, il va à nouveau le faire devant cette Assemblée générale des Nations Unies. Il a déjà parlé devant l'Assemblée générale des Nations Unies depuis le début de la guerre, mais pas dans ce contexte très traditionnel, très officiel de l'Assemblée générale annuelle. Il va continuer de porter son message de pays qui se défendent, de petits qui se défendent contre un grand voisin agresseur. Ça va être évidemment pour lui une stratégie qui d'une certaine manière a marché, parce qu'elle lui a permis de mobiliser en tout cas au minimum les opinions occidentales avec des conséquences très concrètes, d'aide militaire considérable notamment et principalement venue des États-Unis. C'est crucial et on l'a vu sur les opérations sur le terrain avec visiblement des fruits portés par cette aide militaire considérable américaine. Donc c'est aussi son objectif de continuer de mobiliser les opinions au minimum occidentales en faveur de l'Ukraine pour que ce flux d'aide occidentale ne s'interrompt pas en Ukraine. Alors je me tourne vers vous, Hassan Diop, avec cette Assemblée générale de l'ONU, un sujet récurrent revient sur la table, celui de la représentativité, notamment de l'Afrique. Le continent ne dispose que de 2 ou 3 sièges non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'un jour, l'Afrique aura la place qu'elle mérite au sein de ces instances ? Au jour d'aujourd'hui, il me semble difficile pour l'Afrique d'acquérir un siège de membre non permanent, voire 2, c'est-à-dire les 2 réclamés par les instances, notamment de l'Union africaine, par ce comité des 10 chefs d'État africains et par d'autres partenaires de l'Afrique, comme le Japon récemment à la TICAD, qui affirmait qu'il allait défendre, promouvoir donc cette requête de sièges de membres permanents pour l'Afrique. Il est vrai que l'Afrique est le seul continent à ne pas avoir de siège donc au Conseil de sécurité, alors que l'Afrique constitue le premier groupe avec 25 pays membres, donc avec 25% des États membres de l'Organisation des Nations Unies, juste devant le groupe Asie-Pacifique. Donc c'est le seul continent qui n'a pas de siège de membres permanents. Mais c'est difficile dans un contexte... Alors c'est légitime de faire cette requête si l'on tient compte donc du poids de l'Afrique en tant que nombre de pays représentés. Et aussi le fait que l'Afrique est régulièrement un sujet de discussion. Alors, on va revenir à ce sujet de discussion. Mais il faut dire qu'il y a quand même de sérieux handicaps pour l'Afrique. D'abord, la contribution de l'Afrique aux Nations Unies, c'est 0,01%. Alors que l'Union européenne, la contribution de l'Union européenne au budget des Nations Unies, c'est de l'ordre de 24%. Les États-Unis, c'est de l'ordre de 23%. Qui paye, commande d'une certaine manière. Et les grandes puissances, à mon avis, renonceront difficilement à leur position, je dirais, hégémonique au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Par ailleurs, on dit effectivement que 50% des travaux du Conseil de sécurité sont consacrés à l'Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, aujourd'hui, abrite le plus grand nombre de conflits dans le monde. C'est-à-dire que la majorité des missions de maintien de la paix de l'ONU sont en Afrique. Il y en a au moins 6, ce qui mobilise entre 70 000 et 80 000 personnes. Et ce sont des budgets énormes. Donc, je dirais que l'Afrique... C'est la preuve aussi que l'Afrique n'a pas la totale capacité de gérer elle-même ses propres conflits. Et prétendre à un siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour s'occuper de paix dans le monde de manière globale, ça paraît, on va vous demander d'abord de balayer finalement devant votre porte. Donc il y a un rapport de force, il y a des rapports de force à mon avis qui font qu'aujourd'hui l'Afrique, aucun pays africain ne pourrait prétendre réellement et sérieusement à un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors vous avez évoqué le fait que 50% des questions à l'ordre du jour concernent souvent l'Afrique du côté de l'ONU. Il y a énormément de choses à faire sur le continent. Réchauffement climatique, famine. Les conflits à régler. Évidemment. Donc l'ONU a vraiment beaucoup de pain sur la planche. Oui, l'ONU a beaucoup de pain sur la planche. Regardez ce qui se passe par exemple en RDC, regardez sur le Mali, avec des freins d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des missions des Nations Unies qui sont attaquées physiquement. Par exemple, dans l'est de la RDC. Au Mali, les autorités maliennes qui ont pris le pouvoir refusent à l'ONU de faire son boulot, qui est de constater, par exemple, lorsqu'il y a des accusations de massacre, d'aller vérifier, je dirais, d'enquêter.
pour connaître le fond de la vérité, etc. La marge de manœuvre aujourd'hui de la mission de l'ONU au Mali est limitée. Donc l'ONU a du pain sur la planche à la fois pour aider les Africains à gérer leurs conflits et puis évidemment pour convaincre le reste du monde à aider l'Afrique, aussi bien dans le cadre évidemment du réchauffement climatique que même y compris dans les urgences, telles qu'aujourd'hui cette famine liée à la guerre d'Ukraine, le manque de céréales, etc., etc., et puis à des sécheresses, notamment dans la corne de l'Afrique. Alors il nous reste très peu de temps, mais on peut peut-être évoquer le fait que cette 77e session intervient sur fond de tensions persistantes entre le Mali et la France. Oui. Le Mali qui accuse la France d'actes d'agression et qui avait demandé il y a quelque temps une réunion d'urgence. Alors cette demande avait été faite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. C'était je crois le 15 août. On est le 16 septembre, il me semble. Et un mois après, il n'y a pas eu de réunion d'urgence. Ça veut dire par là que je pense que le Mali se trompe de stratégie diplomatique dans le cadre de cette affaire. On ne peut pas reprocher à la France, si vous voulez, d'être complice des djihadistes, là où la France a perdu près d'une 60aine d'hommes sur le front malien. Ce n'est pas sérieux. Et je pense que ça a dû peser dans les considérations du Conseil de sécurité pour prendre note ou pas de cette demande de réunion d'urgence à propos des accusations maliennes de complicité française avec les djihadistes. Merci beaucoup Hassan Diop. Merci à Emmanuel Saint-Martin. C'est déjà la fin de cette émission. Tout de suite, l'information continue sur France 24. T'es tombé ? J'ai fait des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. Contre le Covid-19, une deuxième dose de rappel est recommandée dès 60 ans pour les femmes enceintes, les personnes à risque de faire une forme grave et leur entourage. Tous les 4 ans, la célébration des Jeux Olympiques est l'occasion de faire une trêve dans les conflits internationaux. Mais en 1972, pendant les Jeux de Munich, 8 terroristes palestiniens du mouvement Septembre Noir prennent en otage 11 membres de la délégation israélienne. Pour relâcher leurs otages, ils exigent la libération de l'intégralité des prisonniers palestiniens en Israël et un avion pour s'enfuir. À l'aéroport, la police allemande tente une opération de sauvetage. C'est un fiasco, tous les otages sont abattus, certains des terroristes aussi. Ce n'est qu'aujourd'hui, 50 ans après, que les familles des victimes obtiennent un dédommagement et des excuses de la part de l'État allemand. Billet retour à Munich, 1972, c'est sur France 24 et france24.com.